Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde ce jour. Un monde aux États-Unis, justement à Manhattan, un 1er novembre macabre de ce côté-là, Daesh a frappé de ce côté avec un attentat hier, mardi dans la soirée. Et toujours sur le toit du monde, Vladimir Poutine, lui, se trouve en Iran. Il est question d'essayer d'examiner avec l'Iran la situation de la crise syrienne au Cameroun, justement. Au Cameroun, l'on parle toujours de cette question des éperviables, ou tout au moins de l'opération épervier, où l'on se retrouve dans des vérités et contre-vérités. Et toujours au Cameroun, la question de la sécurisation du patrimoine de l'État du Cameroun foncier et domanial préoccupe toujours l'actualité en termes de numérisation, une campagne qui doit s'achever probablement en cette fin d'année 2017, et l'on se retrouve donc à la phase de la répression. On en parle ce soir, mais on va d'abord au toit du monde. Georges Hébert Baronla, bonsoir et bienvenue. Je voulais dire bonsoir à tous les téléspectateurs de la DBS, bonsoir aux spectateurs de Kilizok, c'est un petit village, pour leur dire que leur soutien me bat tout droit au cœur. Et je voulais rappeler à ceux qui sont du côté des Yaoundé qu'ils ne sont pas oubliés, plus particulièrement le fan club du côté de Biémassi, le quartier de Biémassi, et leur dire que je suis tout oui. Et j'espère que le soutien qu'ils nous apportent communément à toute l'équipe de cette émission nous mettra, disons, à l'abri d'un certain nombre de soubresauts. Et je pense aussi que à la hauteur du professionnalisme, à la hauteur aussi d'une attente. Alors, aux États-Unis, vous savez qu'il y a eu un attentat, hein. Un jeune homme, un Ouzbek, qui a pris pratiquement la rue contraire à Manhattan et a pratiquement foncé sur les cyclistes, une rue cyclable, donc qui n'est pas circulable par les véhicules, et a fait comme ça 8 morts et 11 blessés. Un point de presse a été donné et il s'est radicalisé d'ailleurs, c'est déjà confirmé, et c'est la main de Daesh au cœur des États-Unis. Ce n'est pas 11 septembre, mais c'est quand même un attentat qui arrive comme ça à Manhattan. Vous savez, j'ai toujours dit quelque chose qui est très important. Je crois que le monde s'arrime à la demande de la population. Et les politiques devront se servir de ce sursaut pour avoir une vision de proximité beaucoup plus des citoyennes et la protection des peuples. Parce que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis peut se passer au Cameroun. Hein. Ça s'est déjà passé, on a vu les kamikazes, voilà. On a vu Boko Haram et tout ça. Mais on s'étonne quand même que ça se passe au cœur. Il y a eu le 11 septembre de 2001, mais là c'est au cœur. Hein. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est une interpellation face à une politique mondiale qui rime aux intérêts égoïstes, où les peuples sont abandonnés. Et ces peuples qui sont abandonnés réclament aujourd'hui à corps et à cri une certaine logique. Pourquoi et le comment? Nous sommes des citoyens. Pourquoi vous pouvez estimer qu'à un moment, on n'a pas droit, on n'a pas les avantages, et nous sommes des citoyens exclus de la société? Et cette diversité aujourd'hui a traversé le monde européen, le monde africain. Et cette interrogation, nous pouvons le dire, que vous vouliez ou pas. C'est la réalité, et c'est une réalité conséquente. Aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, c'est des cibles qu'on appelle témoins, que les gens sont en train de mettre en place. Ah, des cibles témoins. Ça veut dire que c'est des tests. Alors c'est un jeune homme qui s'est radicalisé, qui est entré aux États-Unis depuis 2010 et qui a préparé pratiquement son attentat. Les éléments sont déjà là au moins pendant 2-3 semaines dans une ville sécurisée comme celle-là. Pourquoi le radicalisme? C'est important. Pourquoi le radicalisme? C'est important, je le dis. Vous ne pouvez pas poser des actes sans que vous ne puissiez vous en remettre en cause parce que vous êtes un politique ou bien désigné. À travers les urnes ou démocratiquement, il faut savoir quelque chose, il faut faire très attention. Le monde se démocratise avec les effets de continuité.
Et cette radicalisation vient du fait qu'il y a des exclus de la société. Ah, les exclus de la société. Et ceux-là ne se reconnaissent pas de repères. Dès lors qu'il y a un rejet, il faut qu'il soit un rejet absolument lié à une loi, parce que vous avez enfreint la loi par rapport à un acte. Cette exclusion de la société peut être une interpellation éducative, avec une réinsertion adaptée plus tard, ça marche. Nous ne pouvons pas exclure des gens. Et on ne peut pas vivre dans une société discriminatoire, où les gens vivent comme des malins. Vous comprenez? Et que vous voulez ou pas, il y a un problème sérieux. Maintenant, j'ai l'impression que l'histoire des États-Unis n'est qu'un effet boomerang. Ça va se suivre. Je vais vous dire pourquoi. Je n'encourage pas ça. Je me rappelle qu'il y a 25 ans à peu près, j'ai interpellé les consciences. Il y a 25 ans, vous avez interpellé les consciences. Ces faits-là. J'ai interpellé les consciences. Et les consciences dont j'avais interpellé, on m'avait pris pour l'ennemi de la République. Parce qu'on avait estimé que je touchais des points et les intouchables. Mais les gens ont oublié quelque chose. Les effets d'une société sont cohérents à la demande citoyenne. Que ce soit les effets négatifs que positifs. C'est ça le vrai problème. Et ça fait que le monde aujourd'hui a des repères dynamités. Dynamités du fait que je ne peux pas ne pas dire que l'histoire américaine devra être un cas école et que les gens arrêtent de croire que les hommes n'ont pas de droit de cité. L'exclusion sociale, l'exclusion citoyenne est très dangereuse dans toute nation. Et j'estime aussi que le cas des États-Unis est un cas très, très cohérent. Donc, je pense que ça ne souffre d'aucune contestation. Qu'aujourd'hui, que les gens arrêtent un peu de penser que nous ne pouvons pas ne pas fonctionner. Donc, il va falloir que les gens se remettent en cause et qu'en se remettant en cause, il va falloir éviter un certain nombre de problèmes. Et cette dynamique est faite du quoi? Parce que l'exclusion sociale peut être du fait que la justice devient une justice à couperet et exclut les sans-voix. Le cas, par exemple, de notre cité ici, le Cameroun, dans les deux systèmes, on a intégré des hommes à un moment qui ont eu à occuper des postes publics, par exemple, de gestion ou des postes étatiques, sans qu'on ne tienne compte de leur moralité. Et cette moralité a créé ce qu'on appelle une déstabilisation sociale. Et dans cette cohésion, que vous vouliez ou pas, c'est la vérité, les gens vont avoir des difficultés et auront maille à partir. Ils auront maille à partir avec des comportements que nous ne pouvons pas, que nous devrons dissocier. Nous ne pouvons pas ne pas mettre ce problème sur la table. Par exemple, le problème de patrimoine dont on parle, c'est les citoyens de mauvais augure, de mauvais aloi qui le font. Et ils pensent qu'ils sont des exceptés. Quand vous avez un titre foncier qui est prénoté, vous pensez que vous glissez pouvez, déjà. On va arriver tout à l'heure. Vous pouvez être exclu de la société. Sachez que vous aurez des problèmes. On comprend les exclusions et autres. On rentre quand même dans une actualité aussi internationale. Bon, c'est peut-être qu'on en parle avec un retard, mais c'est une actualité aussi qui est forte. Vladimir Poutine se retrouve pratiquement en Iran. Il est question d'examiner avec le président iranien la situation de la crise en Syrie. Qu'est-ce que Vladimir Poutine cherche dans le monde? Est-ce qu'on sait, est-ce que les citoyens du monde se sont posé la question, qu'est-ce que Vladimir Poutine cherche? Vous répondez? Du gaz. Ah, le gaz. Pour son peuple. C'est ça la réalité. C'est ce qu'il cherche. Vous savez, dans les pays nordiques où vous vivez dans les sémoules de glace, si vous n'avez pas des plaques chauffantes ou bien des bustes chauffants, vous ne pouvez pas vivre. Et même l'industrie
ne peut pas fonctionner sans cela. Donc, l'ennemi aujourd'hui que vous voulez, l'économie, ne peut pas prospérer. C'est pour ça que la forte demande... Mais c'est quand même la Russie qui livre le gaz en Europe. Non, je dis que la forte demande... Ah, la forte demande, oui. Est aujourd'hui, en ce qui concerne le gaz, est devenue une bonne économie pour Vladimir Poutine. Et ça fait que, pour lui, il pense qu'un jour, pourquoi pas la grosse Asie, pourquoi pas les Amériques, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela qu'il implémente cette politique. Parce qu'il a compris que sans du gaz, ça devient hypothétique sur le plan économique, sur le plan social et autres. Mais en même temps, il y a quand même, au niveau des États-Unis d'Amérique, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, il y a quand même des bottes de fraude, d'ingérence de la Russie dans cette campagne-là. Ça veut dire que la Russie et Vladimir Poutine, c'est une question de déconstruire l'unilatéralisme dans le monde. C'est-à-dire les États-Unis qui parlent à tout le monde là avec beaucoup de puissance, d'autorité et d'imposition. La Russie a une cohabitation sur Trump parce que c'est l'armement. En réalité, Trump était un très grand armurier. Et à partir de ce moment... Il a même reconnu que ses affaires, avant qu'il ne vienne à la politique, prospéraient en Russie. En Russie. Et justement, il y a une très bonne cohabitation en ce qui concerne la production, en ce qui concerne... Mais est-ce qu'il n'y a donc pas eu mélange au point que son ex-directeur de campagne soit accusé aujourd'hui de complot contre l'État américain avec cette ingérence dans le fichier électoral? Je pense que toutes les politiques ont prend des peines des coups. Quand vous êtes en face et que ceux d'en face estiment que vous avez posé un acte, vous devez le prendre avec beaucoup de sympathie et trouver des solutions. Et en politique, il y a des sacrifiés. Ah oui. Il y a des sacrifiés. Parce qu'en fait, ne croyez pas que quand on peut prospérer... Donc vous voulez dire que Paul Manafort est sacrifié? Oui, il y a toujours des sacrifiés. Ça veut dire qu'il y a ceux qui démissionnent et qui deviennent plus forts dans l'informel. Beaucoup de gens ne le savent pas. On peut démissionner d'un poste officiellement. Mais on est plus à côté du chef de l'État pour se repositionner. Et on est devenu même plus sérieux et plus... Et c'est-à-dire plus fort, vous êtes même autour des décisions. En tout cas, aux États-Unis, justement, j'ai fait ce lien pour montrer un peu comment les stratégies mondiales se construisent. Ça, c'est des grandes thématiques qu'on va aborder au cours des émissions dominicales que nous voulons lancer sur la plateforme du Monde. Et il était question là de démontrer qu'au niveau des États-Unis, voilà l'attentat qui vient un peu comme faire diminuer la grosse actualité avec ses inculpations, parce que M. Paul Manafort est déjà inculpé, et que la Russie s'agrandit. La Russie, parce que c'est la Russie qui a fait cette ingérence. Alors, maintenant, on rentre au Cameroun avec les éperviables. Vous nous avez démontré, document à l'appui, que Zacchaeus Fordinam est un innocent, mais emprisonné, condamné même à vie. Ouais. Alors, sur ce registre-là, où il y a d'autres données aujourd'hui, c'est comme si ces coups politiques-là, on a dit ça à la dernière émission, ces coups-là avaient quand même beaucoup d'appui pour aller écraser un certain nombre de personnes comme ça. Ouais. Zacchaeus Fordinam est en prison illégalement. L'État du Cameroun devra se revêtir d'un nouveau manteau à travers sa chambre judiciaire. Il faut faire très attention. L'histoire, on ne la fausse pas. Elle est écrite et inscrite. Donc il faut faire très attention. Parce que nous ne pouvons pas manipuler la justice aux fins d'intérêts égoïstes, et qu'à un moment on se dise, bon, ça va marcher. Ça marche pendant combien de temps? Le cas de Zacchaeus, dans les tout prochains jours, je veux démontrer que M. Biya a été enfourché dans la mallette dans cette affaire. M. Biya a été saisi par un Français pendant l'un de ses voyages, où il a fait rendez-vous à ce monsieur au mois d'août au Cameroun d'une certaine année,
dont j'aurai les précisions à vous donner dans les prochaines éditions. Je fais des avant-goûts pour dire aux petits malins que je suis très au courant de ce qui se passe. Malgré cela, dans son agenda qui était programmé, quand il a reçu ce Français qui est dans les arcanes des œuvres des grandes écoles scientifiques et techniques, où Forjin Dam est reconnu comme un potentiel étudiant brillant, ça n'a pas empêché que un certain secrétaire général en son temps puisse cacher son rapport. Et que d'une manière insidieuse, celui-là puisse poser le problème comme si le chef de l'État avait un problème sérieux. Or, il était question simplement qu'on puisse, à un moment, remettre le tablier au maître. Ce mois d'août, le chef de l'État ne va pas me défaire de cela, je connais ce calendrier. Et je veux simplement dire que, Monsieur le Président de la République, cette roublardise a commencé très longtemps avant. Vous dites clairement que le Président de la République a été enfourché. Tout enfourché. La deuxième chose, l'État américain, à travers une institution morale, bien sûr représentée par une institution physique, a écrit au chef de l'État. Cette correspondance est partie où? Moi, j'ai la correspondance. Je vais la sortir à la prochaine émission. Le vendredi, ça serait le vendredi noir. Parce que il va falloir que les gens cessent de croire qu'ils sont des malins. C'est de ça qu'il s'agit. Cette correspondance... Qui a fait la correspondance? Cette correspondance est partie c'est-à-dire d'un groupe américain qui a voulu booster notre économie à travers l'appareil maritime et la grande mastodonte de la création, ou pourquoi pas de fabrication de bateaux et autres. De toute façon, c'est que Forjin Dam est quand même parti d'une entreprise de 32 personnes à 3000 personnes, à 2800 personnes, à peu près. Environ 3000 personnes. Voilà. Je suis très surpris. Moi, je suis très surpris que, à ce jour, les gens ne comprennent pas que la BAD détient de l'argent que le Cameroun attend jusqu'à date. Parce qu'on a commencé à investir au chantier naval. Ce projet a été préfinancé. D'où vient-il? Mais puisque Forjin Dam, avec le ministre Okuda, avec le PCA, Nyassa, ont été témoins de la signature. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont signé et c'est Forjin Dam qui signe parce qu'il représente l'entité morale du chantier naval. C'est ça qu'il s'agit. Il n'était pas question qu'on mette de l'argent à la disposition de certaines caisses camerounaises pour que ça prenne le Dja et Lobo, ou bien, je voulais dire, l'ouest du Cameroun, en termes de prévarication. Je vous relance. C'est ça qu'il s'agit. Je vous relance seulement, et vous savez, vous enquêtez dans cette affaire, nous enquêtons, nous examinons, mais il y a quand même quelque chose, quand on suit la trajectoire de cette affaire, cette histoire des bons de commande ou des bons livrés, donnés aux fournisseurs, des chèques, voilà, pour être précis, des chèques donnés aux fournisseurs sans justificatif, alors que préalablement, avant l'arrivée d'Antoine Bikoro, il y avait des justificatifs, mais après, quand Antoine Bikoro est là, il n'y a plus de justificatif. Il y a quand même une gymnastique à ce niveau-là. J'interpelle le ministre Fumanakam. Et je veux prendre sur mon dos de demander la radiation pure et simple du juge et magistrat Minko. J'ai toutes les preuves réunies contre ce monsieur, qui est très proche de Bikoro, Antoine Bikoro, qui est devenu un plagiste. Ça veut dire que si vous voulez louer quelques jouets du côté de Kribi, vous pouvez trouver. Et je voulais dire un bonjour en passant à son épouse et son illustre épouse. Qu'est-ce qui s'est passé avec les pièces justificatives des chèques, de toutes les chèques qui font la fameuse somme de 208 millions? Laissez-moi les histoires de 208 millions. Ça, c'est encore le paradigme des îles maudites, comme on dit souvent.
Je voulais dire un bonjour particulier à son épouse qui est à Camtel. Principalement. En continuant pour dire que ça ne va pas prospérer. Le président de la République n'est pas l'otage des prédateurs. L'échec que vous dites, comment on fait partie Fondine Dame? Fondine Dame arrive le 7 mai. J'appelle ça le 7 mai de l'hécatombe noire. Le 7 mai de l'arrestation. De l'arrestation. C'est au sein de l'entreprise que Fondine Dame est notifié de ce qu'il y a un conseil d'administration. Et que son intérimaire immédiat, c'est Bikoro. Bikoro qui était directeur administratif. Et que, je veux le dire, selon ce qu'ils ont dit, parce que j'ai toujours dit que les gens s'attaquent beaucoup à Laurent Esso, et je n'aime pas beaucoup ça. C'est un monsieur sérieux. Que c'est le ministre Laurent Esso qui avait instruit qu'il aille répondre d'abord de ses affaires en justice. C'est 600 notifications. Ça veut dire que vous arrivez à votre bureau, on vous dit asseyez-vous. Voilà votre intérimaire désormais. Et gentiment. Qui vous le dit? Gentiment. Mais le conseil d'administration. A convoqué à l'insu. À l'insu. Je ne sais pas qui avait demandé. Je crois que le PCA Nyassa avait respecté l'autorité de justice. Moi, je pense que c'est un monsieur respectable. Je suis surpris. Pendant que vous évoluez, Claude Nyassa aussi qui a une attitude curieuse, qui n'a pas voulu témoigner devant la barre. Mais s'il n'a pas voulu témoigner devant la barre, c'est du fait que Nyassa ne se reconnaissait pas là-dedans. Vous allez témoigner de ce que vous allez accuser quelqu'un si vous sentez que la personne n'est pas coupable. Il se PCA, c'est lui qui valide les comptes. Les comptes. Il ne s'est jamais plaint. Un individu vient à l'extérieur, il s'appelle Corde ou bien c'est n'importe qui, on dit on se plaint, il y a les allégations, il y a une vision. On pense que ce sont les allégations qui amènent ce monsieur en prison. Quand il part de là, il est déposé le même jour à la prison de Nobel. Arrestation spectaculaire. Il va faire un an. Il va faire un an. Les pièces comptables vont le retrouver par la magnanimité. Ça, il faut le dire. De certains collaborateurs dont on ne veut pas donner les noms, qui sont des Camerounais sérieux et qui sont au chantier naval et qui pensent que l'injustice s'est fait ressentir. On dit non. C'est quand même notre directeur général. Comme il est pris là, nous, on peut nous prendre ici demain. Hein. Nous allons l'aider au moins à avoir le compostage d'une comptabilité. Oui. C'est comme ça que ça se passe. En passant, il n'a pas encore eu son dernier chèque de 20 millions de salaire. Même quand vous êtes en prison, vous avez droit au salaire. Et je demande, avant que le chef d'État ne puisse se pencher sur ça, qu'on lui remette son chèque de 20 millions. Et je connais la bonne moralité du directeur général, ainsi que celle du PCA. Celui qui a bloqué le chèque là-bas, qu'il remette le chèque de Fondine Dame. Il a des droits. Les 20 millions vont sortir. Et là où je vous parle, le chef d'État est au courant. C'est de ça qu'il s'agit. Je connais la bonne moralité de Nyassa. PCA, je connais la bonne moralité de... Et je dis à Antoine Bikoro de cesser à continuer à tirer les ficelles. Vous n'êtes plus là-bas. Occupez-vous de vos défaillances ailleurs, M. Bikoro. Et à Minko, en tant que président du Parti républicain, nous allons nous constituer. Ce monsieur doit nous dire. Qui? Ce Minko-là qui est magistrat. Nous, on va se constituer. Parce que c'est inadmissible. Que quelqu'un dise... je fais fi de la loi, je fais fi des textes, je peux faire les allégations. Paul Biya n'est pas premier magistrat. S'il est magistrat, c'est pour son affaire. S'il a félicité Zacchaeus Fondine Dame 5 fois, c'est parce qu'il voulait. Nous, on n'en veut pas de cette tête. Et moi, j'ai décidé. Moi, Minko, j'ai décidé. Attends, il y a un problème. L'un des péchés aussi de Zacchaeus Fondine Dame, c'est d'avoir été félicité plus de 5 fois. Notamment, c'est parce qu'il a été félicité par le chef de l'État à travers son engouement professionnel, que les gens ont estimé qu'il devait remplacer Chief Enoni. Et Chief Enoni, du coup, est devenu son bourreau. Ouais. En passant, je vous rappelle que Chief Enoni, dans des spectacles un peu politiques, pseudo-politiques, avait été chassé de ce côté. Je vous rappelle que ça n'a pas empêché que le couple puisse le recevoir du côté
dans leur, c'est-à-dire modeste appartement. Vous comprenez? Parce que M. Fenouni était parti avec des ministres. Ça ne l'a pas empêché aussi d'aller avec des assiettes et pour faire quelques messes écuméniques, des beignets à l'intérieur, pour dire, comme s'il allait là-bas, comme s'il y avait un sinistre qui devait aller. Et c'est le même comportement qu'il a eu avec N'Djala Kwan, qui a la grande sœur de N'Djala Kwan, est la femme de N'Djala Kwan, la veuve N'Djala Kwan, est la grande sœur de Gladys Enoni. C'est le même comportement que ce monsieur a toujours posé. Je fais fi de Matoma, qui est son ancien secrétaire particulier. Dans l'opération il y a des vérités, des contre-vérités et des innocences qui sont constatées après que les jugements ont déjà été rendus. Et lorsque vous convoquez donc le chef de l'État, on peut aller vers où? Il y a le cas Zakaj Fournidam, il y a beaucoup d'autres cas. Et Kandé. Ah, vous avez parlé des Kandé. Et Kandé. Il y a des choses souvent qui m'étonnent. Ça dit quelqu'un, voilà la lettre que Ekande écrit au ministre des Finances. Note synoptique sur la situation du crédit agricole au Cameroun du 15 juin 1999 à la haute attention du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Au cours de cet exercice 98-99, bien que la situation de la liquidation du crédit agricole du Cameroun se soit améliorée, il persiste cependant des difficultés liées à l'exécution technique des procédures. Situation de la liquidation en juin 1997. Les engagements globaux du crédit agricole du Cameroun s'élevaient à 56 milliards 429 739 francs 067 francs. En mai 1999, ces engagements ont été ramenés à la somme de 51 milliards 942 082 179 francs. Et à la même période, les dettes de cet organisme vis-à-vis des tiers se chiffrent à 41 milliards 095 millions 466 615 francs CFA. Compte tenu des efforts consentis dans le domaine du recouvrement, il a été autorisé la mise en paiement de la première tranche d'indemnisation de nos épargnants. Ce paiement sera effectué dans les prochains jours. À notre humble avis, nous pensons que la liquidation du crédit agricole se porte assez bien et que les créanciers de ces banques doivent avoir légitimement espoir d'être couverts de leurs dépôts. Toutefois, cette situation pourrait davantage s'améliorer si la liquidation n'était pas confrontée à certaines difficultés, si des solutions efficaces étaient trouvées à des problèmes réels qui se posent. Les problèmes rencontrés, la liquidation du crédit agricole du Cameroun rencontre des difficultés globalement de deux ordres. D'une part, les difficultés d'exécution technique des procédures et d'autre part, des difficultés liées au recouvrement auprès de la catégorie de personnes. En effet, nous vous dressons ci-dessus une liste exhaustive de gros débiteurs du crédit agricole du Cameroun qui affichent à notre égard une arrogance, une insolence, une agressivité, voire un mépris total à notre endroit. C'est le liquidateur qui écrit. Quand il ne procède pas par tous les moyens à intimider les magistrats, les avocats, en tout cas, tout auxiliaire de justice que nous pouvons saisir pour nous assister soit à réaliser nos garanties, soit à engager les actions judiciaires afin d'amener les tribunaux à prendre une décision les condamnant. Il s'agit de Groupe Andé, Groupe Eyebe, Groupe Eyebe, député, celui qui est en fuite. Groupe Kadji de Fotso, celui qui aime les petites filles avec quelques rondeurs. Groupe Ndowe Folbert, Groupe Madame Banderose, Groupe Ngo Désiré, les prisonniers de luxe. Pendant qu'il était en prison pour d'autres affaires de la CNPS, il s'est permis d'avoir un peu de crédit du côté de la comment un prisonnier peut avoir de crédit? Oui, notamment, on appelle ça le challenge des grands. On est en prison, on mange, on se gave de caviar et on peut quand même faire ses petites affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Groupe Nkodo, Groupe Nyangan, Mendim, je suis l'un de citer tout ça.
La détaxation de la liquidation bancaire, l'un des graves problèmes qui s'oppose à notre liquidation, qui doit être étudié dans sa dimension globale, est celui de la TVA qui frappe nos charges d'exploitation. En effet, la liquidation bancaire consiste à réaliser l'actif existant d'une banque mise en cessation de paiement. Nous pensons que la liquidation dont nous avons la charge doit bénéficier d'une exonération de la TVA. Car l'assiette de cette taxe est illégale, étant entendu que tout paiement de taxe vient en diminution des dépôts des épargnants à due concurrence. Le privilège du Trésor, dans le même sens que notre demande d'exonération de la TVA, nous pensons que les liquidations et les faillites bancaires doivent d'office bénéficier d'un privilège du Trésor. C'est alors le réalisme qui nous pousse à cette demande. En effet, les procédures judiciaires sont longues, les voies de recours multiples. Pensons que pour arriver à une solution rapide, même de compromis, il serait conseillé de concéder un privilège du Trésor aux banques en faillite afin que celles-ci puissent amener leurs débiteurs à mettre rapidement en place soit un moratoire de remboursement, soit un paiement immédiat, moyennant un abandon substantiel des créances. En ce qui concerne les débiteurs indélicats, il a noté que les représentants du peuple sont parmi les plus gros débiteurs. Je ne voulais pas que je parle. Je voulais qu'on filme. Parce qu'il faut filmer au moins. Parce qu'il ne faut pas dire il lit des choses. Peut-être c'est des choses. Voilà, c'est signé Kandé. Il va falloir que nous puissions mettre fin à cette roublardise. Voilà, quelqu'un qui vous dit, il fait un rapport, il donne les noms des gros débiteurs, il vous dit qu'il est influencé. Il est influencé par l'État, par l'État des hommes malhonnêtes, entre guillemets, et qui font dans la prévarication, dans ce qu'on appelle les ambitions illimitées de ce qu'on appelle l'insolence, je voulais dire, disons que stéréotypé de quelques trafics d'influence. Voilà notre pays. Ce monsieur est en prison, ça fait 10 ans. Il n'a jamais été appelé, même pour consultation. Si oui, depuis que je parle de ce dossier. Monsieur le ministre de la Justice, Laurent Esso, je veux bien que nous soyons dans un pays sérieux, donc on s'en bat à Yaoundé, de Yaoundé dans d'autres cas, je vous crois. Et qu'on cesse de dire que Laurent Esso, c'est lui qui a demandé que Fondjindam aille en prison. Et que c'est lui qui était allé voir Paul Biya. Je ne suis pas sûr. Parce que je me suis approché du président de la République pour savoir de quoi il s'agit. Il n'a pas bonne souvenance qu'il a dit à un ministre de la Justice d'aller condamner malhonnêtement Fondjindam. Alors ceux qui en ont la paille comme Ali, je voulais dire un bonjour à Mokete, qui est un paillasson très grave dans l'histoire de l'arrestation de Fondjindam. J'en prends ça sur mon dos. Il est PCA du conseil d'administration. Et à Ben, peut-être on va le nommer un jour au chantier naval, mais pas pour le moment. Je ne dis pas à Forgue que c'est son prochain remplaçant. Ben, mais il a des consonances quand même dialectiques et ethniques, non, je voulais dire biographiques plutôt, qui ressemble à l'histoire d'un enfant. Oui, qui ressemble à une histoire d'un enfant qui a pour père Mokete. Bon, on ne va pas parler quand même de ça. Donc, voilà, Ekandé pose le problème. Et aujourd'hui, Ekandé est là, parce qu'on lui a... La banque est morte. Non, la banque est morte. Comme si ça ne suffisait pas. Il y a eu des remboursements. Mais vous allez même comprendre même plus loin. Je vais vous expliquer quelque chose. Pendant les élections, certaines élections, il y a les Sangyong. André Tungi, à l'époque, est ministre en charge, vice-premier ministre en charge du ministère du Minat, je vous l'ai dit. Et il commande les Sangyong. Alors il prend sur son dos de demander les détaxes au ministre des Finances à l'époque. C'est ici, à Youpé, au niveau du port, qu'on crée ce qu'on appelle une détaxe particulière à ce jeune. C'est un jeune qui a eu mal à partir du continent Nigeria. Il est arrivé ici. Je voulais dire bonjour à son ancien chef de service commercial, Poulibé. Il fait dans le théâtre, non? C'est un grand homme du théâtre maintenant. Je n'ai pas dit qu'il a pris quelque chose. Hein? Il a travaillé seulement dans Sangyong. Oui. Je n'ai rien dit d'autre. Que ça ne mette pas mal les artistes. Poulibé, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et il travaille très bien là-bas. Ça a permis que
André Tchungi spolie à travers une vente fictive. C'est-à-dire, il a acheté à travers les comptes du crédit foncier les voitures sans lion qui n'ont pas servi à eux, c'est-à-dire à ce pseudo, je voulais dire, à cette campagne que j'appelle la mascarade. Et d'autres gens ont bénéficié de cela, d'autres, même les petites nièces. Ah non, je ne voulais pas dire les petites nièces, les amis d'une certaine famille, quelques petits menteurs. C'était l'argent du Crédit Agricole. Quelques petits menteurs qui disent qu'ils sont de la famille présidentielle. C'était l'argent du Crédit Agricole. Se sont dotés quelques 100 lions, parmi lesquels un intermédiaire, interface. Est-ce qu'on si on parle des prêtres, c'est pas bon, non? On peut arrêter là. Parce que j'ai le nom d'un prêtre qui est directeur de publication, qui est mêlé dans cette histoire. On l'appelle... Quelle histoire? Bodo. Quelle histoire? L'histoire de la roublardise de l'argent, de l'histoire de 100 lions et au Crédit Agricole. Et il était très proche de Olangena et très proche de André Tchungi. Parce que moi, je l'ai reconnu quand même qu'il était l'un des importateurs les plus importants en ce qui concerne les médicaments. On peut aller fouiller aux archives là-bas à la douane. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Ce que je vois, c'est ce que je dis. Et je ne peux que dire ce qui est vrai. Donc, Bodo, qui ausculte dans la prévarication, il a une radio, non? Je crois qu'il a... Non, il a une radio. Je crois qu'il est directeur de publication. Et du côté de Yaoundé, Bodo. Voilà des gens qui ont été dans la maille et qui ont posé un certain nombre d'actes. Je veux faire fi du maire de Yaoundé, cette fois-là, le fils Tchungi, qui a eu maille à partir avec beaucoup de choses à travers cet argent du crédit foncier. Du crédit agricole. Du crédit agricole, pardon, merci. Même le crédit foncier a été raclé, non? Et d'où, non? Il doit appuyer un peu. Avec Abba, l'autre qui est parti mourir avec la Bible. Donc, dans les éperviables, là, il y a des gens qui ont pris, il y a d'autres qui n'ont pas pris. Non, il y a des gens qui ont pris, d'autres ont aidé les autres à transporter. Tu sais, quand Tifenouni était allé prendre l'argent chez Amanadama, il a dit à Amanadama, même le chauffeur n'entre pas dans la voiture, c'est mon chauffeur, disons, mettez Michael. Michael a pris l'argent, il l'a amené à Limbe. Du coup, Madame Enoni, je ne veux pas prononcer son nom parce que j'ai dit tout à l'heure, là, je savais que les bonnes choses vont s'allumer. On voyait, bon, moi je veux voyager, je vais aller rester dans l'immeuble, l'hôtel de Enoni du côté de Dubaï. Il a deux tours jumelles là-bas. Monsieur le Président de la République, votre ex-premier ministre, non, votre premier ministre qui est en prison, moi je vais aller là-bas. Je veux aller faire le tourisme. Où ça? À Dubaï? À Dubaï, non, ça, tu fais Enoni à les hôtels là-bas. Vous savez, nous, on n'en a pas besoin ici pour le championnat, pour la CAN. On n'en a pas besoin ici. On peut la construire là-bas, on peut acheter là-bas. Voilà, Tifenouni est héritier. Et il dit en prison, je ne connais rien, je n'ai jamais rien fait. À dire une chop, donc, il y a des innocents. Vous savez, ces choses-là, des coupables. Les innocents et des coupables. Et je veux leur dire que le temps est fini. C'est fini. Même si vous avez les usines de sardines, c'est terminé. Des histoires que les gens racontent là, c'est terminé. Même si votre femme a fourni les habits au cabinet civil parce que vous étiez là-bas, cette fois-ci c'est mauvais. C'est mauvais. Le tablier, c'est fini. C'est mauvais, mais le rythme reste le même. Ce n'est plus le même. Allez à la conservation, vous allez voir. Tous les titres prénotés, vous qui avez eu des faux titres, l'État va reprendre ses biens. En ce moment, posez-vous la question pourquoi vous ne voyez plus ces gens qui buvaient 14 champagne et qui marchaient avec les arlequins, des petites filles avec quelques rondelettes. C'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien. À Douala, tout le monde dort à 19h. Stop, terminé. Tu sors avec ta bourse. Pas de bourse de surplus. Pourquoi on ne fabrique pas les faux titres? Le matin, quelqu'un peut fabriquer un faux titre. À 16h, il avait un imprimeur. C'est terminé. Et les banques étaient ouvertes, les banques sont fermées. Je vous rappelle que je suis dans un site qui est contentieux. Moi-même, je suis là. Donc, ça veut dire que je surveille tout le monde. Et c'est mauvais. Quand je vous dis que c'est mauvais, c'est mauvais. Vous savez qui sera le dernier prisonnier qu'on va prendre? Je ne vous donne pas son nom. Le Cameroun, c'est un pays difficile. Hein? Et le président Paul Biya, il faut faire très attention avec lui. C'est monsieur mon père, mais il est le lynx politique.
Je voulais leur dire, vous êtes beaucoup trompés pour son compte. Il ne sera ni de loin, ni de près votre témoin. C'est de ça qu'il s'agit. Il a quand même laissé faire. Oui, il a laissé faire. Allez arracher même les biens publics, prenez tout, pillez même les banques. Paul Biya est le gardien de tout, il va courir partout avec la police. Ça veut dire les lois, vous les votez, vous les respectez pas, c'est Paul Biya. Vous allez dans les banques, allez spolier les banques, c'est Paul Biya. Vous fabriquez les faux titres, c'est Paul Biya. Vous faites ceci, c'est Paul Biya. C'est des conneries, ça ne marche plus. Et tout dit, c'est terminé. C'est pour ça que maintenant, quand je parle en studio, je suis très fort aise de savoir que la diaspora, il faut rentrer les jeunes. Il y a de la place maintenant. Time is the time. Maintenant, les gens qui ont joué, c'est terminé. C'est fini. La balade à Salavette, tout à l'heure, quand je sortais en studio, à 20h, à Douala, tu trouvais les gens qui étaient en train de cumer encore nos rues. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais ils n'ont pas d'autres sources? Oh, je suis désolé, mais il n'y a plus d'autres sources. Et en ce moment-ci, je crois que le Cameroun va prendre un nouvel envol dès 2018. Et je voulais exhorter les jeunes qui sont à l'université, ceux qui vont à l'école. Le Cameroun n'a pas perdu 5% de sa valeur économique. Faites-moi confiance, j'ai la bonne information. On peut encore bâtir notre pays. Les opportunités sont là. Biya a sauvé le Cameroun. Il a dit non aux imposteurs extérieurs, non aux imposteurs locaux. C'est de ça qu'il s'agit. Notre Cameroun n'est pas hypothéqué dans une banque quelconque. Nous avons ce qu'on appelle des conventions. Vrai, je ne vous demande pas, je vous le dis. Les accords là, je vous le dis. La preuve en est qu'on a 60 milliards. Mais lourd endettement de quoi? Si le chantier naval peut se financer à 250 milliards, vous savez quelle est la crédibilité qu'on avait? En termes de foncier, d'affaires foncières, nous sommes dans les 14 milliards non exhaustifs, 14 000 milliards. Si nous prenons ça en termes de garantie d'insertion sociale de l'habitat, si nous n'avons pas touché notre pétrole, à Youpé, il y en a, monsieur, ce n'est pas caché, c'est de ça qu'il s'agit. Au nord, il y en a, les imposteurs, c'est terminé. À l'est, il y en a. Dans le Cameroun, les opportunités. Mais nous avons les opportunités, c'est pour ça que les malins estiment que les jeunes doivent devenir plutôt des potentats, des potentiels bombes. Et quand on aille s'exploser, que c'est leurs enfants qui sont cachés dans les nids de prédateurs qui viennent nous gérer. Ah non, non, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous le dis, le temps a commencé, on a commencé à casser à Bonapliso. Energy Club a été éventré par... Et je voulais remercier le délégué du gouvernement pour la mise en application de l'orthodoxie de notre émission. Pour dire que Fils Tonnet, ça c'est très bien. Ce monsieur vraiment, il a des gestes parfois qui sont les mêmes citoyens. Il se réveille, non, ce n'est pas tard. Fils Tonnet est venu, il a froissé la barrière de l'Energy Club. Allez avec vos grosses voitures, vous dites que vous êtes les procureurs, vous êtes les présidents du tribunal. Pourquoi n'êtes pas allé protéger la veuve de l'ancien officier qui était là? On a cassé les barrières. Je ne vois aucun journal qui parle de ça. Même vous n'avez pas parlé de ça. J'attendais depuis hier. La communauté urbaine fait un travail de razzia dans plusieurs quartiers. Quelle raison? Dans plusieurs quartiers. Il faut l'élément public. Il n'y a pas de route. Mais vous savez, l'État a sa façon de faire des approches. Je voulais vous dire, si on casse votre barrière et que vous voyez déjà que l'engin passe, prenez vos choses, vos bilocos, vous partez. Mais ce n'est que la barrière. Ceux qui ont les titres fonciers qui sont portés disparus dans les banques, ils sont les futurs locataires de la prison du Nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Les titres fonciers disparus? Disparus dans les banques. Je voulais dire à M. Nafak, qui est directeur général à la CCI, que j'ai tous les copies de ces titres qui sont du côté de Kribi. Je ne vous fais pas le chantage, je n'ai même pas besoin de vous. Hein. Je veux venir toujours parler ici. Ce n'est pas bon. Hein. Et tout ça, on met ça sur le dos du promoteur. Kémonier, l'ancien vendeur de billets d'avion à la rue. On va vers la fin. Je vais arrêter. Hein. On va vers la fin de cette édition. Voilà, ça veut donc dire qu'en réalité, il y a de l'espoir, c'est ça? Il y a de l'espoir que les jeunes comptent. Le Cameroun est encore neuf. On n'a pas perdu 5%. On est à 4% de spoliation. Donc tout est encore neuf. Les gens qui ont détenu nos terrains, les gens qui ont fabriqué des faux titres fonciers, les gens qui ont attaqué le patrimoine public. Il y a une redéfinition économique. Donc, ceux qui vont en vacances et en congé définitif n'ont qu'à partir, et beaucoup de bonnes retraites pour eux, laisser les jeunes penser pour leur pays.
Merci, hein, Georges Gilbert Baonla. Ça, c'est une très bonne marque d'espoir. C'est vrai que ça ne va pas. Vous-même, vous voyez le social. Je le vois. Pas d'emploi, ouais, c'est formel, c'est la débrouillardise. Ouais. Et si vous parlez de 14 000 milliards pour relancer l'économie, ce sera une très forte bataille, cher monsieur. Non, aucune bataille. C'est juste le replacement. Après avoir recouvert le patrimoine étatique foncier, nous allons le domicilier à l'endroit du premier Camerounais. Il va mettre ce qu'on appelle une action politique, économique, et va intéresser les investisseurs. Ça veut dire, on dit un logement pour un Camerounais, un logement pour une famille. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, voilà. Merci. C'est vrai que c'est de l'Embe et je ne sais pas, de quelque part ici à Douala, c'est pas ça justement. Et écoute les yeux de la tête. Madame, monsieur, c'est terminé pour ce programme Le Monde ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour d'autres émissions Le Monde ce jour. À 19h, c'est le journal en Fulfulde à 19h15. Le journal en Pidgin à 19h30, fermeture de kiosque, 20h le journal. En anglais, 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.